Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal à la une de l'actualité. Une prière œcuménique en Italie pour la paix dans le monde. Elle est célébrée par le pape François. Cette cérémonie a réuni des personnalités politiques dont le président italien Sergio Mattarella, Angela Merkel et la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire. Kandia Camara en a profité pour rencontrer les responsables religieux du Vatican. Le 10 octobre de chaque année marque la journée mondiale de la santé mentale. Pour l'OMS, c'est une occasion de sensibiliser l'opinion publique sur cette maladie. L'Organisation mondiale de la santé appelle à une mobilisation des énergies en vue d'une meilleure prise en charge des patients. La Côte d'Ivoire s'inscrit dans cette vision pour vaincre le mal. On parlera dans ce journal du tourisme domestique qui se développe en Côte d'Ivoire. Des sites anciens de l'époque de la colonisation existent encore. Dans le département de Téini, au nord-est, on trouve des traces de ce pont de l'histoire, des tranchées de guerre et un cimetière colonial. Nous allons voir ces vestiges qui traversent le temps. Un crash d'avion fait 16 morts en Russie. L'appareil transportant des parachutistes civils s'est écrasé dans le centre du pays. C'était une vingtaine de minutes après le décollage. Une panne de moteur est à l'origine de cet accident, selon les autorités locales. Commençons ce tour de l'actualité en Italie. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a pris part à une prière œcuménique pour la paix dans le monde, célébrée par le pape François. Elle a réuni plusieurs personnalités politiques d'Europe. Kandia Camara s'est aussi entretenue avec les responsables religieux du Vatican et de la communauté Saint-Egidio. On fait le point avec notre envoyé spécial Michel Digri. La place Colisée de Rome, le temps d'une prière pour la paix dans le monde, a accueilli plusieurs personnalités politiques et guides religieux. La Côte d'Ivoire est représentée par une délégation conduite par la ministre Kandia Camara. Cette cérémonie de clôture de la rencontre internationale de la communauté Saint-Egidio aura permis aux fidèles des différentes confessions religieuses du monde, au terme d'une année marquée par la pandémie de Covid-19 et de nombreux conflits, de lancer des appels forts en faveur de la paix dans le monde. Vous avez vu tous les guides religieux avec à leur tête le pape. Et c'est une belle image. C'est un événement très important, très significatif, pour dire au monde qu'il n'y a pas de guerre entre les religions. Bien au contraire, les religions doivent se réunir. Après cette prière œcuménique, la ministre Kandia Camara a rencontré les responsables de la communauté Saint-Egidio. Nous avons suivi le pays et aimé le pays depuis très longtemps et ça nous porte à avoir des programmes communs. Surtout sur l'éducation des jeunes, surtout en matière de relations internationales pour la paix et la réconciliation, à commencer bien sûr par la Côte d'Ivoire, mais dans toute la sous-région. La sous-région est un moment difficile. La Côte d'Ivoire est un havre de paix et de stabilité, a des fortes institutions. Le président Ouattara a tout fait pour renforcer le pays en ces derniers 10 ans. Et je pense que Saint-Egidio va continuer à coopérer, surtout dans le domaine du dialogue interreligieux et de la paix. C'est une communauté qui encourage les leaders politiques ivoiriens à dialoguer. Et donc nous sommes venus leur dire ici que les conseils qu'ils ont souvent donnés à la Côte d'Ivoire et aux leaders, ces conseils-là sont bien suivis. Aujourd'hui, il y a un processus de réconciliation qui est en marche. Aujourd'hui, les Ivoiriens vivent ensemble, travaillent ensemble. Et donc, nous sommes venus partager tout cela avec M. Mario et nous voudrons le remercier, lui ainsi que ses collaborateurs, pour cette audience qu'il nous accorde aujourd'hui et surtout qui nous donne l'occasion de venir témoigner la reconnaissance du président Alassane Ouattara et de l'ensemble des Ivoiriens. La ministre des Affaires étrangères s'est par ailleurs rendue au Vatican où elle s'est entretenue avec Monseigneur Paul-Richard Gallagher, secrétaire pour les relations avec les États, sur les questions de stabilité et de réconciliation nationale. On reste à l'église pour voir cette consécration de 15 nouveaux évêques ici en Côte d'Ivoire. La cérémonie tenue à la mission évangélique Grâce de paix, MEGVI, ces guides religieux entendent aussi s'impliquer dans le renforcement de la paix et la cohésion sociale. Patricia Omouetia. Voici les 15 nouveaux évêques de la conférence des évêques pentecôtistes et évangéliques de Côte d'Ivoire. Parés dans leur tenue d'évêque,
Ils ont été consacrés ici à la mission évangélique Grâce de paix, McVie. Notre mission est de parcourir tous les hameaux afin d'annoncer la bonne nouvelle, paître le troupeau du Seigneur, travailler à l'œuvre de Dieu dans notre nation et aussi à la réconciliation. Le parcours a été long, rempli de hauts et de bas, difficile. Je pense qu'aujourd'hui c'est une consécration. Je veux oublier le passé, je veux oublier tout ce qui est derrière moi parce qu'une lourde et grande responsabilité me choisit ce jour et je demande la grâce de Dieu pour pouvoir remplir cette charge. 50 au départ, 15 ont été retenus. Ils ont été chacun soumis au rituel de la consécration des évêques pentecôtistes et évangéliques. Lavage des pieds, signe de dépouillement, position couchée, signe d'humilité, onction d'huile, revêtement des tenues d'évêque, don de Bible et remise de parchemin pour clore le rituel de consécration du Collège des officiants de la CEPECI. Selon l'archevêque Guy Vincent Kodja, président de la Conférence des évêques pentecôtistes et évangéliques de Côte d'Ivoire, l'initiative de cette consécration est d'introduire chaque évêque dans la dimension divine afin d'œuvrer pour l'unité et la paix en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous avons eu la grâce d'élever 15 évêques au sein de la CEPECI, mais surtout 15 évêques en Côte d'Ivoire et pour toute la francophonie. Que Dieu soit béni et Dieu les bénisse dans l'exercice de leurs fonctions, dans l'exercice de leurs charges. Nous prions pour notre nation, la Côte d'Ivoire, et nous croyons que cette cérémonie de consécration va contribuer à la paix et à la consolidation de notre nation. Le parrain et envoyé du président de la République a salué l'initiative et transmis les encouragements du chef de l'État. Je voudrais traduire toute la solidarité spirituelle du président Ouattara à l'endroit du corps du Christ. Ce sont des moments exceptionnels et nous savons le rôle majeur que les hommes de Dieu ont joué dans le fonctionnement de la Côte d'Ivoire. Mais c'est surtout le travail qu'ils font aujourd'hui, mais qui portera ses fruits dans 15-20 ans. La CEPECI, la Conférence des évêques pentecôtistes et évangéliques de Côte d'Ivoire, est dirigée par l'archevêque Kodja Guy Vincent. Des prières aussi pour une meilleure santé. Le 10 octobre de chaque année marque la journée mondiale de la santé mentale. Pour l'OMS, c'est une occasion de sensibiliser l'opinion publique sur cette maladie et mobiliser les énergies en faveur d'une meilleure prise en charge des patients. Avec Sephora Zegui, on voit comment la Côte d'Ivoire a commémoré l'événement. Hôpital psychiatrique de Bingerville, ici cohabitent 80 patients atteints de maladies mentales. 48 sont des cas sociaux. Pour détecter qu'une personne est atteinte d'une maladie mentale, c'est simple. Lorsqu'une personne ne réussit pas à gérer ses émotions, à maîtriser sa colère et à retrouver une vie à peu près normale, c'est déjà les premiers signes de troubles mentaux. Nous rencontrons Élise dans ce centre. Son fils y est interné depuis 8 jours. Il souffre de troubles psycho-émotionnels. C'est à la suite du décès de son père que tout a commencé. Toujours quand il se souvient de son papa, il pique la crise. Donc ça ne veut pas dire que c'est un fou comme ça. C'est la tristesse qui fait qu'il est devenu comme ça. La maladie mentale, bien que reconnue comme problème de santé publique, reste banalisée et ceux qui en souffrent sont presque abandonnés et stigmatisés. Les gens se plaignent que les parents abandonnent les malades. C'est le fait que c'est coûteux. Je suis venue, demain lundi, ça me fait 8 jours, mais je suis à 235 000. Si je n'ai plus rien à la maison et que les autres viennent, ils seront obligés d'abandonner mon enfant. La Côte d'Ivoire a un nombre important de personnes souffrant de maladies mentales selon l'OMS, mais la prise en charge demeure une problématique. Les médicaments de psychiatrie coûtent excessivement cher. Pour les bourses de la plupart des 3 quarts des malades qui viennent de milieux défavorisés. Donc il y a les malades qui sont bien pris en charge financièrement et les autres se débrouillent. Pour sensibiliser les acteurs du système sanitaire et informer les populations sur les troubles mentaux, une journée est dédiée. L'OMS s'engage à aider le pays à renforcer son système de santé mentale à travers tous les chantiers auprès du Programme national de santé mentale en vue d'accélérer les progrès vers la couverture sanitaire universelle.
Comme dans plusieurs pays, les données sur la santé mentale ne sont pas documentées. Selon l'OMS, la santé mentale reste encore un sujet sans grand intérêt du fait des préjugés. La Journée mondiale de la santé mentale est l'occasion pour nous de lutter contre la stigmatisation afin que davantage les personnes se sentent capables de demander de l'aide aux services de prise en charge dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Le 10 octobre de chaque année est décrété Journée mondiale de la santé mentale par l'OMS. D'autres établissements, mais pas du genre psychiatrique, voient le jour. 3 nouveaux quartiers et un village de la commune d'Anyama bénéficient désormais chacun d'un centre de santé. C'est une action du conseil municipal qui souhaite rapprocher davantage le système sanitaire des populations. Ces locaux pour les soins sont équipés, dotés de forages et de groupes électrogènes. Ce dimanche, le maire Hamidou Silla a remis les clés aux bénéficiaires. Walter Amadou Ouattara. Elles sont visiblement heureuses, ces populations d'Anyama-Djamé, 4e extension. Leur quartier dénommé Dubaï dispose officiellement à partir d'aujourd'hui d'une maternité. L'hôpital est à 5 km d'ici. Il y a un marigot et lorsqu'il pleut, quand c'est rempli vraiment, étant une femme qui en travaille, il faut attendre que l'eau descende pour pouvoir traverser. C'était une torture. Nous sommes très heureux, nous les femmes de Dubaï. La caractéristique ici, c'est une maternité urbaine, mais dont on a greffé un service de soins. Le moment où nous avons 2 tables d'accouchement, nous avons une salle d'hospitalisation qui comportera les suites de couches et puis la salle d'hospitalisation proprement dite. Cette réalisation est à l'actif de l'équipe municipale dirigée par Hamidou Silla. À travers la coupure de ruban, le maire inaugure symboliquement un ensemble de 4 centres de santé situés dans des quartiers et villages éloignés de la ville. En plus de Dubaï, il faut noter Belleville-Est, le quartier Cissé et le village Abébrouquois sont bénéficiaires chacun de pareilles réalisations pour un coût global d'environ 245 millions de francs CFA. Le maire Hamidou Silla met à profit l'événement afin d'inviter les populations à adhérer avec conviction au message de sensibilisation du gouvernement relativement à la lutte contre la Covid-19. Je voudrais remercier le président Alassane Ouattara, grâce à qui nous avons pu réaliser ces centres de santé. Ici, nous avons plus de 5000 âmes, mais qui n'ont pas de salle de soins. Et c'est pour cette raison nous avons tout fait pour construire ces centres de santé pour mettre à la disposition des braves populations de Dubaï, de respecter la mesure barrière. Il y aura des infirmiers qui sont ici constamment pour les vaccinations. Et aujourd'hui, nous devons faire très attention avec ce Covid qui n'est pas fini et qui est mortel. Ce que je peux dire aux populations, c'est de venir se faire vacciner. Cette vaccination est gratuite. Dans ce centre de santé, un forage a été mis en service. Les poses de première pierre du futur marché et de l'école primaire publique de ce nouveau quartier ont été également effectuées. Un autre centre de santé à Douingouin. Dans cette localité située à 7 km de Biankouba, les populations peinaient à se faire soigner. Elles peuvent désormais pousser un ouf de soulagement grâce à ce don de leur fils, Claude Saïssou Maoro, chef de cabinet du président de la République. Le ministre Vagondo Diomandé, lors de la remise des clés, a offert une ambulance médicalisée. C'est un reportage de FBoué. L'accès aux soins de santé à Dingouin, localité de 3000 âmes située à 6 km de Biankouman, constituait un souci. C'était difficile parce que quand les enfants tombent malades, on n'arrive pas comment soigner les enfants. On a tous les mille difficultés parce qu'il fallait parcourir des dizaines de kilomètres un peu pour pouvoir sécuriser un peu tes enfants, tes femmes, tes mamans. Ça nous fatiguait. Aujourd'hui, plus question de parcourir tous ces kilomètres. Les populations disposent d'un centre de santé avec un plateau technique relevé. Un don de l'ambassadeur Claude Saïssou Maoro, fils du village, par ailleurs chef de cabinet du président de la République. Oui, faire la politique, c'est apporter un mieux-être aux populations. Et je suis constamment aux côtés du président Ouattara, qui a fait du développement son idéal, son credo. Et je pense que nous qui avons la chance d'être aux côtés des grandes personnalités de la dimension du président Ouattara, mais qui pouvons
faire un peu plus pour nos populations, au-delà de nos propres personnes, nous posons des actes comme ceci. Un centre de santé. Vous voyez, je suis très heureux lorsque j'entends la sage-femme me donner le nombre de naissances. Je suis heureux d'entendre l'infirmier me dire le nombre de cas qu'il traite. C'est cela faire de la politique. L'infrastructure est baptisée Louati Soumaoro du nom du géniteur du donateur. Le parrain de la cérémonie d'inauguration, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, cadre de la région du Tonkpi, offre au centre de santé une ambulance médicalisée. L'initiative du donateur est saluée et encouragée. Qui dit la santé dit la vie. C'est tout un symbole. C'est pourquoi nous sommes associés à cet événement en accompagnant justement le donateur pour renforcer les capacités de ce centre. Saïd Claude montre l'exemple. C'est pour dire aussi que tous les cadres doivent à côté de l'État contribuer à soulager nos parents vis-à-vis des problèmes de développement que nous avons dans cette région. Les populations de Dingouin espèrent être bientôt soulagées d'une autre difficulté, l'accès à l'eau potable. La localité, du fait de sa population grandissante, a grand besoin d'un château d'eau. Et les populations qui doivent aussi observer les gestes barrières afin d'arriver à bout de la Covid-19. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce dimanche 34 nouveaux cas de Covid-19, 76 guéris et 7 décès. La Côte d'Ivoire compte donc 60 819 cas confirmés, dont 58 893 personnes guéries, 666 décès et 1264 actifs. Et la santé qui était au cœur du Dimanche Magazine, ce 13h, Hamza Diaby a reçu le président de l'Ordre des pharmaciens de Côte d'Ivoire. Dr Aouna Diarra a parlé de l'industrie pharmaceutique dans notre pays, mais surtout du forum international qui se tient dans quelques jours à Abidjan. C'est du 13 au 16 octobre. Voici un extrait de l'entretien. L'Afrique francophone tout entière a décidé de confier à la Côte d'Ivoire l'organisation de ce qu'on appelle le Forum pharmaceutique international. Dans notre jargon, c'est un peu le championnat d'Afrique des nations de la pharmacie. Alors, ça commence du 13 au 16 octobre. Il y a 25 pays qui sont annoncés avec des hautes personnalités, avec une équipe de pointe. Et les gens ont commencé à arriver déjà dès aujourd'hui. Et ce sera l'occasion, à l'issue de ce forum, d'insister sur 2 points essentiels. C'est d'abord l'industrialisation. Comment faire en sorte qu'on puisse produire chez nous ici des médicaments et des accessoires pour faire face à un certain nombre de pathologies. Et puis ensuite, le deuxième point, c'est comment faire en sorte que nos populations aient accès à ces médicaments qui seront produits. Également dans l'actualité ce soir, les populations du Dioablin se sont retrouvées ce samedi pour une cérémonie d'hommage au président de la République, Alassane Ouattara. Elles expriment leur gratitude au chef de l'État pour ses nombreuses actions de développement dans la région, des routes neuves, de l'électricité, de l'eau potable et des centres de santé réalisés dans plusieurs localités, ce qui vaut cette reconnaissance dont nous parle Emmanuel Niamien. Il y a 2 ans, à cette même place, le peuple du Dioablin rendait hommage au président de la République, Alassane Ouattara, pour ses nombreuses actions de développement au profit de la région et de la Côte d'Ivoire tout entière. Ce week-end encore, rebelote. Les populations avec à leur tête le roi du Dioablin, Nana Tigori Niamé, se sont retrouvées pour le célébrer à nouveau, tant ces actions de développement ne cessent de les impacter. Outre les infrastructures réalisées pour booster le développement de la région, les cadres de l'Indéné Dioablin sont promus à des hauts postes dans l'administration ivoirienne, notamment au gouvernement. Infinie gratitude à vous, Excellence, Monsieur le Président, pour le nouveau collège de proximité. Merci à vous pour l'électrification de tous nos villages au taux de 98%. Merci à vous pour les centres de santé réhabilités ou bâtis. Merci à vous pour les pistes rurales rechargées et les ponts refaits qui facilitent l'évacuation des produits agricoles, sans omettre le bitumage en cours de la voie reliant à Imblekro à Takiko et la rénovation de celle à Imblekro Bondoko.
Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Dr Akawele, s'est réjoui de cette cérémonie. Pour lui, la reconnaissance est une valeur à cultiver. Nous avons raison d'être reconnaissants pour ce que le président de la République fait et nous avons encore plus raison de lui rendre hommage. Cet hommage, nous le lui devons en réponse à l'œuvre de développement et de progrès qu'il accomplit chaque jour comme un impérieux devoir vis-à-vis de son peuple. Pour cette cérémonie d'hommage, les populations sont venues des 3 régions du district de la Komoué pour témoigner leur admiration au chef de l'État pour son leadership gagnant. La route, vous avez vu, de Bongwanou à Nimblekro, nous avons fait 1h45 pour arriver. Si c'était avant, nous allons faire 3 heures du temps. Et c'est ce que nous recherchons. Pour le haut patron de la cérémonie, Théophile Awandoli, le président de la République Alassane Ouattara mérite d'être encouragé car selon lui, il est le véritable disciple d'Houphouët-Boigny, le père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne. Ces journées de reconnaissance, ces journées d'hommage, je crois que ça devait se multiplier. Pour qu'après tout, le président Ouattara, c'est un être humain, qu'il ait le courage de continuer. Les populations du Guablé ont assuré au président de la République qu'elles lui seront toujours fidèles, car, diront-elles, c'est grâce à lui que leur région compte parmi les plus belles de la Côte d'Ivoire. Et voyons cette affaire qui prend de l'ampleur depuis la région du Gantougo. Dans la nuit du 6 au 7 octobre dernier, une institutrice en poste à Sandégué a été victime de viols commis par un inconnu, ce qui a soulevé évidemment une vague de protestations au niveau des enseignants et même au-delà, que vous avez certainement remarqué sur Internet. Le réseau des institutrices dynamiques de Côte d'Ivoire tente d'apaiser la situation. L'organisation appelle le corps enseignant à la retenue. Un reportage de Evelyne Yobo et Sephora Zegui. Dans la nuit du 6 au 7 octobre dernier, une institutrice a subi un viol dans la localité de Sandégué, dans le Gantougo. Ce crime a suscité l'indignation de ses collègues, mais aussi de la population. Des voix s'élèvent alors pour condamner cet acte. Le REDICI condamne avec énergie cet acte de viol sur une femme en général et en particulier sur une enseignante. Le REDICI exige que justice soit faite pour servir de leçon et que nous, institutrices, puissions exercer notre métier en toute quiétude partout où le devoir nous appelle. Le REDICI, en pareille circonstance, apporte son soutien moral, matériel et financier à notre collègue. Cette nouvelle qui s'est propagée comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux a conduit à la fermeture des écoles dans cette localité. Le réseau des institutrices de Côte d'Ivoire appelle donc l'ensemble de la communauté éducative au calme. Pour rappel, c'est un jour après la journée mondiale des enseignants que le viol a été commis. Et les réactions s'enchaînent. Cette fois, c'est la tutelle qui dit non à cette pratique. La ministre de l'Éducation nationale qui réagit dans un communiqué dont voici le contenu. Dans la nuit du mercredi 6 au jeudi 7 octobre 2021, une institutrice en service dans la direction régionale de Bondoukou a été victime de cambriolage et de viol. Dès les premières heures, la victime a été prise en charge par les autorités administratives et le corps enseignant. Aussitôt informé, le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, le professeur Mariatou Kone a instruit ses services centraux et régionaux compétents à l'effet de prendre des dispositions pour que la victime bénéficie de toute l'assistance psychosociale, médicale et psychologique nécessaire. Le ministre s'est entretenu au téléphone avec la victime afin de s'enquérir de son état de santé et lui traduire toute sa compassion, son soutien ainsi que celui du gouvernement. Madame le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation condamne avec la plus grande fermeté cet acte ignoble et entend tout mettre en œuvre en liaison avec les juridictions compétentes pour que l'auteur soit interpellé et subisse la rigueur de la loi. Le ministre Mariatou Kone appelle la communauté éducative au calme et à la sérénité. Elle l'invite à s'abstenir de tout acte susceptible de troubler le bon déroulement des enquêtes. Le gouvernement suit avec la plus grande attention cette situation. Parlons à présent de la promotion du tourisme domestique. Il en est de plus en plus question pour relancer un secteur touristique fortement touché par la crise sanitaire de Covid-19. Ce soir, RT1 vous emmène au nord-est de la Côte d'Ivoire, précisément dans le département de Téini. Dans cette localité, on trouve encore des traces de la colonisation, notamment des tranchées de guerre et un cimetière colonial. Allons à la découverte de ces vestiges qui traversent le temps avec Mahama Traoré.
Situé à l'extrême nord-est de la Côte d'Ivoire, Téini a le profil type des paisibles cités de l'intérieur du pays. L'ambiance est moins dense que celle des grandes villes et chacun des 15 000 habitants s'affaire comme il peut. Le département de Téini est frontalier au Burkina Faso et a la particularité d'être à la lisière du parc national de la Comoé. Téini porte aussi des empreintes de l'ère coloniale et cela est bien visible sur le sol rocheux que l'on rencontre à l'entrée de la ville. Ces fossés creusés par des bravalides datent des années 30. Dame Ouattara a vu son père subir ces pénibles travaux forcés. Lors de comment on appelle, la restauration, certains ne pouvaient pas manger du fait du sang qui coulait de leur paume à force d'attraper la manche de la pelle pour travailler et puis la pioche pour travailler. Les raisons que les Blancs évoquaient pour la creusée de ces tranchées-là, ils disaient qu'il y avait une guerre qui venait. Et quand la guerre allait arriver, les gens allaient courir et puis se réfugier dans ces tranchées-là. Ces tranchées de guerre ne sont d'ailleurs pas les seules traces visibles de l'époque coloniale. Dans ce cimetière situé en plein cœur de Téini, on ne trouve que des tombes de colons français. Ici reposent des explorateurs qui ont voulu percer le mystère de cette ville. Cette histoire qui a tout l'air d'une fable a traversé des décennies et des générations. L'un des anciens la connaît bien. Nous avons la colline sacrée, qui est le dieu même du village qu'on appelle Bokole. Ils ont tenté même de bombarder cette colline. Donc, c'est dans ça, en tentant de tirer toujours les génies, il y a eu des morts. Ce qui explique le cimetière des Blancs que vous voyez aujourd'hui. Avec cette dizaine de sépultures et ces tranchées de guerre, Téini est un symbole vivant de l'ère coloniale. De par ses vestiges coloniaux, cette cité veut assumer ce statut historique, tout comme l'est la cité sœur de Grand Bassam dans le sud du pays, déclarée patrimoine mondial de l'UNESCO. Pour prétendre à une telle notoriété, Téini a du chemin à parcourir, à commencer par surmonter la difficile étape de la restauration et de la valorisation de ce patrimoine touristique tombé en ruine au fil des ans. Les sites ne sont pas traités, il n'y a pas d'entretien. Avec nos maigres moyens de la commune, pour nous natifs de Téini, c'est un patrimoine pour nous. Ce qui nous rappelle toujours l'existence du travail forcé. Je voudrais demander au ministère du Tourisme et au ministère de la Culture de pouvoir venir découvrir à Téini ici ces sites et voir dans quelle mesure nous donnons un coup de main pour pouvoir valoriser ces sites. Valoriser ces sites afin de redonner un nouveau souffle économique à cette localité jadis prisée par les colons pour son potentiel aurifère. Le nouvel envol de Téini passe aussi par sa principale voie d'accès, encore en attente de bitumage. Allons donc à la découverte des vestiges coloniaux de Téini, mais aussi de d'autres localités du pays qui regorgent d'énormes potentialités touristiques. Et pour terminer, il ne nous reste plus qu'à faire le tour du monde de l'information. On verra ce qui a marqué toute cette semaine d'actualité. C'est dans le 7-7 avec Abou Sanogo. Le porte-parole du gouvernement taliban, Zabiullah Mujahid, a annoncé qu'une cache des éléments de l'État islamique dans le nord de Kaboul a été détruite et ses occupants tués. Une attaque qui fait suite à un attentat à la bombe survenu dimanche contre une mosquée de Kaboul, faisant au moins 5 morts. La directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, a annoncé qu'en 2021, la croissance mondiale devrait être moins forte qu'annoncé récemment. Elle estime qu'au regard de l'écart grandissant, si les pays riches reviennent à leur niveau d'avant la pandémie d'ici 2022, les pays émergents et en développement mettront encore de nombreuses années à se remettre de la crise provoquée par la Covid-19. C'est Mohamed Beavogui, ancien sous-secrétaire général des Nations Unies, âgé de 68 ans, qui a été choisi pour diriger le gouvernement de la transition en Guinée. Désormais, il va faire appliquer la charte de la transition élaborée quelques jours après la prise du pouvoir par l'armée. Une embuscade contre un convoi de l'armée malienne près de Badiangara, dans le centre du pays, a fait 16 morts. Plusieurs véhicules du convoi de l'armée malienne ont sauté sur des engins explosifs improvisés. Ensuite, des tirs. L'attaque n'a pas été revendiquée, mais l'armée malienne parle de groupes armés terroristes. Selon l'état-major général des armées maliennes, les forces maliennes ont pu réagir à cette attaque.
La 28e édition du sommet Afrique-France s'est tenue à Montpellier sans chef d'État africain ni autorité institutionnelle. Un sommet exclusivement consacré à la jeunesse d'Afrique et de France. Ces derniers, face à Emmanuel Macron, ont exprimé leurs attentes sur la démocratie et la relation de leur pays avec la France. Abol Hassan Banisadr, le premier président de la République islamique, est mort ce samedi dans un hôpital parisien à la suite d'une longue maladie, a annoncé l'agence officielle iranienne. L'ancien chef d'État était âgé de 88 ans. Un avion L-410 transportant des parachutistes s'est écrasé ce matin dans la région russe de Tatarstan, a annoncé le ministère des situations d'urgence. 23 personnes étaient à bord de l'avion. 16 personnes auraient perdu la vie et 7 autres seraient blessées, selon les derniers chiffres. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité revient à 23h avec Abdoulaye Koné. Demain, 20h, retrouvez Fatou Fofana. Je vous souhaite une fructueuse semaine et on se quitte avec ce que dit le sage ce soir. Le filet ne prendra pas de poisson tant qu'il restera dans la pirogue.